Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, et bienvenue à ma voix rauque, cassée, de mec qui était encore malade il n'y a pas longtemps. Ouais, hein, c'est ça à chaque fois d'être dehors, sous des planchers humides, dans les feuilles mortes. On vieillit mal. Bon, un coup de miel plus tard, ça va aller. Je profite de cette journée sèche et froide. Il fait 1 degré au moment où je vous parle. J'ai mon bonnet sur la tête, ma doudoune et mon écharpe. Pour vous faire un petit sujet qui intéressera sûrement les plus novices d'entre vous sur comment bien gérer l'hiver et l'hivernage avec un camping-car. Parce que je crois qu'on n'en a jamais trop parlé. Donc là, typiquement, je vais vous prendre en exemple le mien, perso, mon Laika, qui pour une fois n'est pas au garage, en panne, et fonctionne. Non, trêve de plaisanterie, là, ça y est, il est fini. Avec tout ce qui a été fait, on est bon, normalement. Donc, la meilleure des choses qu'on puisse faire pour un camping-car, qui soit âgé, plus récent, tout neuf, en fait, c'est de ne pas l'hiverner, ou le moins possible. Si vous en avez la possibilité, bien sûr, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais dans l'absolu, le mieux, c'est de rouler avec régulièrement, comme une voiture. Bon, si vous ne pouvez pas faire autrement et que vous devez absolument rester stationné quelque part, que ce soit dans un hangar, une grange ou à l'extérieur, là, pour le coup, il y a des précautions à prendre. Là, on va imaginer que celui-ci, il est à son lieu de stationnement définitif pour l'hiver. En vrai, c'est pas le cas. Il fonctionne, il sert et il dort surtout aussi à l'abri. Moi, mon meilleur conseil d'expérience, c'est que si votre véhicule dort dehors, à côté de chez vous, ça sert à rien de le bâcher. Il y a plusieurs écoles sur ça, mais les housses et bâches extérieures sont pour moi un nid à humidité. À moins d'investir dans un truc hors de prix avec des systèmes qui vont éviter que ça touche le toit, etc. Déjà, c'est une mise en œuvre qui est hyper compliquée. Il faut être au moins 2, il faut aller en hauteur. C'est vraiment pas évident. Et puis, une fois qu'il est bâché, on en a tellement sué qu'on n'a pas forcément envie de reprendre le véhicule. Et il reste comme ça. Donc, pour moi, la meilleure des choses, c'est de ne pas le couvrir. Mais par contre, de l'utiliser régulièrement et de le checker régulièrement. C'est-à-dire que dès que vous pouvez, vous le prenez. Vous allez même faire les courses avec. Vous faites une petite balade, ça lui fera pas de mal. Déjà, la mécanique va apprécier. Et puis ensuite, ça vous permettra, quand il est à l'air libre, de vérifier régulièrement l'état des joints, de monter sur le toit. Pareil, pour un plus ancien. Le fait qu'il soit à l'air libre aussi vous donnera la possibilité de facilement regarder si tout va bien. Il n'y aura pas de condensation qui va se mettre comme avec une housse ou avec une bâche. Et puis, vous allez faire vos courses avec. Vous emmenez les gamins à l'école une fois, si possible, ou 2. C'est chouette. Et puis, le week-end, un petit rayon de soleil, vous partez faire un tour. La mécanique du porteur vous en remerciera. Parce que rappelez-vous qu'à l'arrêt, pendant des semaines, voire des mois, comme certains font, vous avez les huiles qui se figent. Huile moteur, huile de boîte, huile de pont éventuellement. Les liquides de refroidissement, de direction assistée, tout ça, ça stagne. Les joints restent bloqués dans la même position. Les joints SPI, typiquement, surtout sur des vieux véhicules. Vous avez, sur celui-ci, tout est habillé, on voit rien, mais vous avez les joints SPI, notamment de sortie de boîte, joints SPI de Villebrequin, tout ça, ils n'aiment pas rester dans la même position, figée au redémarrage. C'est comme ça qu'on génère des fuites après, alors pas forcément immédiatement, mais à moyen ou à long terme. Que si tous les 15 jours vous le démarrez, allez, on va pas se forcer à le prendre toutes les semaines, mais si tous les 15 jours vous le démarrez et vous partez avec, ça posera vraiment, mais je vous le dis, et ça c'est d'expérience de très longue date, beaucoup moins de problèmes. Et puis, une fois de temps en temps, là vous montez sur le toit, puis vous allez voir si tout va bien. Vous enlevez les feuilles mortes, bon là ça y est, la saison des feuilles est passée, donc c'est déjà ça. Et puis vous vérifiez vos joints, enfin rien n'est acquis, rien n'est définitif. Voilà. Donc ça c'est pour la partie extérieure. Maintenant, s'il est abrité, que ce soit sous un carport, dans une grange, dans un hangar, dans une ferme, etc., ça pose beaucoup moins de problèmes, mais ça ne vous empêche pas de le sortir aussi. Bon, si la grange est à une demi-heure de route, je connais le système, on n'y va pas. En tout cas, si vous le stockez à l'abri, vous débranchez les batteries, surtout. Toutes les batteries pour éviter les ennuis. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas le faire.
Et après, on lit toujours à la remise en route des problèmes, et je comprends pas, ma batterie, elle a 2 ans, elle tient plus la charge, etc. Ben ouais, mais vous les débranchez. S'ils stationnent dehors, vous avez les panneaux solaires, s'il y en a, qui vont faire le job de recharger là où les batteries cellules, plus ou moins, mais qui vont au moins les maintenir. Et donc là, ça pose pas de problème. Maintenant, s'il est dehors, rien n'empêche un petit coupe-circuit ou débrancher juste la batterie porteur en fonction d'où elle est située, la plupart du temps sous le capot ou sous le plancher conducteur ou sous les sièges. Et puis de remettre un petit coup, hop, de la remettre quand vous voulez partir avec. Ça, c'est tout à fait envisageable. Également, si vous le pouvez, là c'est le cas, restez branché sur le secteur un petit peu. Moi j'ai fait ça, là tout simplement on va aller dedans, parce qu'en étant branché, j'ai pu mettre en route un petit radiateur électrique qui va m'éviter de manger du gaz à outrance. On va fermer la porte sans se casser la figure, c'est vrai que la marche est haute là-dessus. Voilà, donc un petit convecteur qui tourne gentiment. Est-ce qu'on va mettre un peu de lumière, voilà. Histoire de maintenir hors gel. Le but, c'est pas de chauffer et de consommer terrible. Mais vous voyez, là, on est... je l'ai allumé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Je suis à... On va s'écrire un peu 4 degrés, là, au niveau du thermomètre. Bon, en vrai, il fait un petit peu plus dans le camping-car. Là. Je pense que au ressenti, doit faire 6-7. Donc 6-7, c'est pas mal. Ça évite à tous les éléments intérieurs de trop travailler, les dilatations, tout, enfin, on est bien. Et puis, pareil, pensez à fermer votre rideau de cabine, s'il y en a un, qui sépare la cellule de la cabine. On a moins besoin de chauffer la partie conducteur. Ça reste des éléments automobiles qui vieillissent un petit peu mieux que toute la partie arrière. Comme ça, on laisse la chaleur se diffuser. Donc ça peut être un bon conseil pour l'intérieur. Si vous pouvez, on n'a pas toujours accès à l'électricité. Si c'est pas le cas, ben pareil, un petit coup de chauffage de temps en temps, le chauffage du camping-car, donc vous mangerez un petit peu de gaz, voilà. Mais au moins, ça permettra à tout de maintenir. C'est pas bon de laisser des mois au froid. Si vous allez rouler avec, vous aurez aussi le chauffage cabine, plus éventuellement votre chauffage route, hein, vous savez, la plupart des camping-cars, enfin pas tous en sont dotés. Donc une petite balade de 20 minutes, une demi-heure avec pour aller faire les courses, et vous allez diffuser de la chaleur partout. Ensuite, le point le plus important, le point crucial, vous vous en doutez, vous me voyez venir, c'est quoi? C'est ça. Ça, là. Le nid à ennui. Vidanger les eaux propres et les eaux usées. C'est la première des choses à faire dès que les températures s'approchent dangereusement de zéro. Alors, la plupart, voire la majorité des camping-cars récents sont équipés d'un système de vidange automatique. Je vais vous montrer le modèle le plus répandu ces 10 dernières années, même 15 dernières années, qui va donc avec le combiné Truma. Ça va être ce système de vidange-là. Donc ça, c'est calibré pour que en dessous de... Alors, c'est pas d'une fiabilité folle, mais des fois, c'est un peu trop sensible. Mais on va dire entre 3 et 5 degrés, ça s'ouvre pour libérer les eaux. Hein. Alors, attention, si la pompe à eau n'est pas activée, tout ne va pas partir. Donc, vous avez quand même une démarche, vous, à faire. C'est quand même beaucoup mieux que de laisser faire la mécanique. C'est de venir mettre l'eau en route, tac, et là, la vanne étant ouverte, bah vous y allez jusqu'à temps que ça ait fini de couler sous le camping-car. Hein, je rappelle, il y a un tuyau d'évacuation spécifique qui va donc faire couler ce qui vous reste d'eau propre, et surtout vidanger le boiler, puisque dans le boiler, ce n'est pas qu'un chauffage, c'est aussi une cuve qui chauffe de l'eau, vous le savez ou vous ne savez pas, mais donc ça, faut bien vidanger pour ne pas que ça gèle là-dedans, et pas que ça gèle dans la pompe, dans la tuyauterie, c'est très important. Et surtout, vous ouvrez tous les robinets en même temps, et ils restent ouverts. Vous voyez, chez moi, c'est ouvert. C'est ça, le bon Dieu. Donc, les robinets ouverts, et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'eau qui reste dans la tuyauterie. On évite les risques de gel. Vous voyez, moi, tout est ouvert. Et on fermera ça plus tard. En hivernage, robinetterie ouverte.
Et ainsi, en faisant ça, vous vous prémunissez normalement de problèmes à la remise en eau. Dieu sait qu'on en a des soucis quand on oublie ce genre de choses. Alors, les camping-cars plus âgés, on va aller voir dans celui d'en face. Comme ça vous fera vraiment tous les systèmes. Je coupe et je vous reprends. Voilà, on a changé de point de vue. On est passé chez le voisin d'en face. Changement de décor. Ah, ce petit Imer, je l'aime bien. Vintage à fond. Bon, dans les camping-cars de cette génération-là, toujours sur notre idée d'hivernage, eh ben, vous n'aviez pas de vidange automatique des eaux. C'était vraiment à vous de vous prendre en main. D'ailleurs, comme beaucoup de choses à l'époque, où on comptait beaucoup plus sur l'individualité de chacun pour penser à ce genre de choses. Mais il y a eu des soucis, donc ils se sont dit, bah, on va automatiser, puisque l'humain n'est pas capable de faire ça tout seul. Donc là, à l'époque, si vous ne le faisiez pas vous-même, bah, vous aviez clairement tout votre circuit d'eau qui restait en fonction. Donc si vous aviez 100 litres de flotte dans le camping-car et qui se mettait à geler, et ben il y a tout qui gelait. Alors, toujours pareil, à l'époque, c'est bien joli le vintage, mais il faut s'en aller chercher des trucs un peu abracadabra. Là, typiquement, donc dans un Imer B564, on va aller ouvrir la trappe ici au fond de la penderie. Alors quand vous avez des affaires dedans, bah, pas évident, mais c'est comme ça. Et donc là, vous allez trouver ce qui était le système le plus usité à l'époque, et qu'on a trouvé pendant très longtemps. Hop, on va essayer de poser la lampe là. Pas facile de vous éclairer. Oh là là, mon Dieu. Hop. Allez, voilà. Ce truc-là, et ben ça, c'est ni plus ni moins qu'un robinet à main. Quick, qu'on ouvre et qu'on ferme. Et puis à côté, il y a une espèce de petite mise à l'air là qu'on tourne. Il n'y a pas toujours ça. Donc ça, personne ne le fait pour vous. Il n'y a aucun système automatique. Donc si vous ne pensez pas à faire ça, eh ben, ça reste en eau. Alors moi, par le passé, j'ai déjà oublié de le faire. Je me suis déjà fait surprendre par du froid. Et quand vous aviez les montages avec des chauffe-eau instantanés, ils sont très sensibles au gel, les chauffe-eau instantanés. Là, il n'y en a pas sur celui-ci, donc je ne peux pas vous montrer. Et ben bingo, on a toujours une soudure qui lâche, à des endroits dans le serpentin, tout ça. Enfin, ça fait bien suer, quoi. Hein. Donc là-dessus, bah, vous ouvrez, vous laissez vidanger, vous ouvrez les robinets, tout pareil. C'est le même principe qu'en face, simplement que c'est la pure intervention manuelle. Vous avez le montage intermédiaire aussi, que là je n'ai pas à vous montrer. Ça ressemble à ce qu'il y avait dans le Leica avec la manette bleue, sauf que ça va être une tige, un petit boîtier noir avec une tirette rouge. Je vais vous l'incruster en photo. Ce système-là, qui était la première génération de vidange automatique, a tendance à être très sensible. Et souvent, les gens mettent une épingle, un trombone ou n'importe quel système pour ne pas que ça vidange trop vite. Alors, c'est bien, mais attention à ce truc-là. Ça peut aussi vous faire oublier qu'il a gelé et que ça va poser des soucis. Donc voilà. Ensuite, eh ben, vous vérifiez toujours bien pareil hein, sur des vieux montages vos tensions de batterie. Là, comme il sert régulièrement, eh ben, pas de problème à débrancher la batterie. Vous voyez, batterie auxiliaire chargée par le panneau solaire est au top. La batterie moteur va sans doute être un peu plus faible, mais on est dans les très bonnes valeurs. Voilà. Donc ça, c'est impeccable. Surtout à faire tourner souvent. Vieux coucou comme récent. Ceci étant, les vieux machins comme ça, sans électronique, sont un peu moins sensibles à l'immobilisation quand même. C'est compensé par le fait que leurs éléments sont un peu vieillissants et en fonction de l'état du circuit de démarrage, l'état donc du démarreur, des bougies de préchauffage éventuelles, des câblages, des bonnes masses, tout ça, ça peut être un peu capricieux à froid. Mais là, attendez, je vais choper la clé, puis on va le démarrer, tiens, en premier démarrage à froid. Allez, on va rigoler. Donc là, il n'y a pas de montage. Hein. Il n'a pas démarré depuis plusieurs jours. La bonne vieille clé. Donc là, on est sur un Ducato hein, TDI. Donc il n'y a pas de bougie de préchauffage. Il n'y a pas de préchauffage comme sur un J5 C25. Ça peut les rendre un peu plus capricieux quand il fait très très froid. Mais normalement, si c'est en bon état, ça démarre bien. Hop, préchauffage quand même très court parce qu'il fait très froid. Ça change un petit peu. Si c'est vrai, tiens, bah, je vois la différence avec les températures positives où il démarrait sans préchauffage. Et là, on en a un.
et ça tourne, impeccable. Alors j'en profite pour vous dire une chose, ça sert pas à grand chose de le faire tourner au ralenti, c'est pas super bon pour la mécanique. Donc si tous les 15 jours, 3 semaines, vous le démarrez, vous le faites tourner au ralenti, bof bof. À la limite, j'ai envie de vous dire, je préfère, c'est mieux pour la mécanique de ne pas le démarrer du tout. Mais si vous le démarrez, eh ben, allez rouler avec. Que tout puisse chauffer en fonctionnement et en charge. En charge, c'est en roulant. Boîte de vitesse, embrayage, tous les trains roulants, le moteur qui va bien monter en température, l'huile et le liquide de refroidissement, dans le bas moteur, dans le haut moteur, que le calorsta puisse s'ouvrir, etc. Parce que typiquement, eh ben, au ralenti, bah, c'est pas génial, quoi. Donc là, ce que je vous fais là, c'est pour la démo. Mais en vrai, bah, évitez, ça n'a pas une vraie utilité, hein. Il vaut mieux aller se balader, puis c'est tellement sympa. Allez, on va le couper. Vous voyez, il tourne bien, hein, impeccable. C'était juste pour la démo de la vidéo, à ne pas reproduire toutes les semaines, hein. Voilà, du silence. Donc on a vu ensemble la partie mécanique. On va redescendre parce qu'on manque de lumière. La partie mécanique. On a vu ensemble la partie cellule, que ce soit gestion des batteries, gestion de l'eau. Et vous aurez retenu tout ça. Alors désolé si certains trouvent la vidéo un petit peu longue. Mais voilà, il y a beaucoup de débutants. Et puis les conseils dans ce domaine-là, ça fait pas de mal de les redonner, même à ceux qui pensaient savoir. On oublie toujours quelque chose, d'ailleurs moi le premier, hein. Oulala. Donc là, normalement, vous êtes paré. Si vous êtes dans une région enneigée, ou qui a tendance à être souvent sous la neige, ce qui n'est pas le cas ici en Indre-et-Loire, pareil, pensez à déneiger régulièrement votre véhicule et à aller rouler avec autant que possible, hein. Et la pression des pneus aussi. Si vous le stockez longtemps, vous surgonflez, hein. Vous n'hésitez pas, vous mettez 400 grammes ou 500 grammes de plus. Et normalement, il n'y aura pas de surprise 2, 3, 4 mois après, suivant la durée du stockage, vraiment si vous n'avez pas le choix, quoi, hein. Parce que même si nos pneus sont renforcés, hein, les fameux pneus camping-car, renforcés surtout pour supporter l'inactivité liée au poids, bah, le mieux c'est encore de rouler avec, hein, pour éviter que ça se déforme, que les carcasses se déforment. Voilà, donc vous l'aurez retenu, le meilleur conseil de tout ça, c'est si possible, pas d'hivernage et rouler avec le camping-car. Bon, d'autre part, j'en profite pour vous dire que bah là, on arrive bientôt sur les fêtes de Noël, donc je vais faire une petite pause sur les 2 fêtes. Il y aura quand même de la vidéo qui va sortir tous les vendredis. On va se revoir surtout ensuite après à la rentrée, où là je vais vous proposer donc d'autres véhicules qui sont arrivés, que j'avais déjà rapidement évoqués. Surtout, hein, n'hésitez pas à me proposer vos véhicules en vente. Également, je continue à faire les mandats de recherche. J'avais mentionné la dernière fois que je partais sur des prix un petit peu plus élevés, parce que c'est compliqué de trouver des camping-cars à 15 000 €. Mais écrivez-moi quand même, et après ça se fait sur le type de recherche que vous avez. On discute, on fait le point et on voit si c'est faisable ou pas. Et bien sûr, je continue aussi toujours de faire des expertises techniques, que ce soit sur des véhicules que vous avez achetés, que vous avez depuis quelques années. J'en profite pour vous donner des nouvelles. Vous vous rappelez, ces 2 camping-cars coup sur coup en vidéo là, qui ont beaucoup plu le mois dernier. Le premier, le pilote, acheté par une dame à un ami qui avait fait confiance, avec un contrôle technique qui n'était pas jojo et tout. Bon, verdict, je vous remets la photo du véhicule, ce camping-car a été repris par l'ami, repris et remboursé à l'acheteuse. Donc là, sur ça, on a une bonne issue. Et pour l'autre, le Elnag acheté à des professionnels avec des réparations ni fait ni à faire, le camping-car est toujours là-bas. Ils ne veulent pas le rembourser. Ça joue un peu la montre, ça fait les malins en disant que un camping-car de cet âge-là pouvait pas être nickel. Bah ouais, mais enfin là, c'est pas une question de pas être nickel, c'est qu'il y a des réparations qui ont été faites, cachées, pas du tout expliquées aux acheteurs. Voilà. Tiens, on a une poule géante là-bas. T'es bien là-bas ? Ouais.
Donc là, c'est toujours en cours, en stand-by. Et les acquéreurs, les propriétaires actuels, sont en train de lancer la démarche auprès de leur protection juridique. Parce que ça prend une tournure qui est pas très chouette. Voilà où on en est. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Fêtez bien en famille, si vous le pouvez, ou entre amis. En tout cas, prenez le temps de vivre. C'est primordial. Allez, à bientôt. Bye bye.